était ce matin avec plusieurs autres salariés de l'usine sidérurgique de Florange. Le syndicaliste Édouard Martin est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Journée sombre pour vous, Patrick Cohen. Oui, Édouard Martin, donc avec d'autres salariés de Mittal à Florange, vous êtes venu à Paris avec une pétition de près de 31 000 signatures pour réclamer à nouveau la nationalisation du site. D'abord, avant de parler du fond, le récit de cette journée mouvementée, vous avez commencé très tôt ce matin par vous enchaîner à, on le voit, une grille de fenêtre de Matignon. Pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison que Jean-Marc Ayrault a botté en touche sur le dossier de Florange. Pour lui, le dossier, la page est tournée, donc il ne s'adresse plus à nous. Vous avez remarqué qu'entre Noël et Nouvel An, on lui a adressé une lettre ouverte au président de la République. Et c'est Jean-Marc Ayrault qui a répondu en disant « Je ne veux plus répondre à ce genre de polémique ». Donc lui, il estime que le sujet de Florange est devenu polémique aujourd'hui. Et réponse de Matignon après votre coup d'éclat. S'enchaîner à une grille n'est pas une façon de demander rendez-vous. Oui. Attendez, ça fait quand même plus de 2 mois qu'on interpelle le gouvernement, que ce soit François Hollande, que ce soit Jean-Marc Ayrault. On n'y a pas accès. À travers le préfet, à travers les élus de la région, on essaie de faire remonter des messages en disant que Mittal a enfumé tout le monde, que cet accord-là prévoit la fermeture du site de Florange, contrairement à ce qu'ils peuvent dire. Et écoutez, aujourd'hui, on prêche dans le désert. Donc malheureusement, nous sommes obligés aujourd'hui en France d'en arriver à ce genre de situation. On le regrette. Après cet épisode, vous avez fait mouvement vers la rue de Solferino, le siège du PS. Vous avez été reçu par Harlem Désir. Et juste après, à l'Élysée, par le conseiller social de François Hollande, Michel Yaël. Un mot encore sur les manifestations. C'est pendant votre rendez-vous à l'Élysée que les manifestants qui étaient restés dehors se sont pris un coup de gaz de la part des CRS? Non, c'est à la sortie. Lorsque nous sommes ressortis, j'ai fait partie des personnes que, décidément, à croire que je les attire, les gaz. Tout simplement parce que lorsque nous sommes sortis de l'entrevue avec M. Yaël, donc je suis revenu voir les collègues, leur faire un petit compte-rendu de la réunion, de la rencontre. Et puis on s'est fait encercler par les CRS, on ne pouvait plus bouger, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. On voulait simplement aller dans le bus récupérer des sandwichs, parce qu'on n'avait rien mangé depuis très tôt ce matin, et on nous a empêchés de partir. Donc on a essayé de pousser un peu, dire attendez, voilà. Et puis là, tout de suite, ça a bousculé. Vous avez été frappé, il paraît aussi. Hein. Même frappé, je peux montrer l'hématome que j'ai à la cuisse. Même Sarkozy, je le dis dans le reportage, il nous avait gazés, mais n'avait pas osé nous frapper. Donc voilà, tout simplement, nous, la lecture qu'on fait de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le gouvernement, non seulement il a tourné de la page de Florange, mais il n'a plus besoin de nous. Voilà, ils ont été élus, messieurs, au revoir, rendez-vous dans 5 ans. Donc effectivement, on leur donne rendez-vous dans 5 ans. Alors sur la forme, c'est pas un bon accueil. Sur le fond, qu'est-ce qu'on répond, là, puisque vous avez rencontré et Harlem Désir et Yaël, le conseiller social de Hollande, qu'est-ce qu'on répond à vos demandes réitérées de nationalisation temporaire de Florange? Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils sont tous, et je peux les comprendre, ils sont dans une position délicate, et l'un et l'autre, derrière l'accord qui a été négocié et signé par Jean-Marc Ayrault. On vous dit l'accord, rien que l'accord, tout l'accord passé... Tout à fait, mais ce qui est quand même bizarre, et je tiens à le souligner, on l'a dit à M. Yaël, on l'a dit à M. Harlem Désir, c'est que tout le monde parle de cet accord, mais personne ne l'a jamais vu. Et personne ne l'a. On l'a demandé à M. Yaël, il ne l'a pas. On l'a demandé à M. Harlem Désir, il ne l'a pas. Mais où est donc passé cet accord? Vous voulez le texte? Nous, on a eu simplement un papier où c'est écrit, il n'y a même pas d'entête, il n'y a pas de signature, projet d'accord. Mais paraît-il qu'il existerait, ou du moins je pense qu'il n'existe pas d'accord officiel. Mais votre référence, ça pourrait être le discours de Jean-Marc Ayrault, on s'en souvient, il était venu comme ça vers 21h... un vendredi soir, je crois. Le 30 novembre, on n'oubliera pas cette date. Exactement, pour dire voilà ce que les engagements que j'ai obtenus de Mittal, et le gouvernement restera vigilant sur le respect de ces engagements. C'est encore le discours qu'on vous tient aujourd'hui. Nous sommes les garants de cet accord, c'est ce qu'on vous dit. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils vont être vigilants, que Mittal va bien fermer les hauts fourneaux? Parce qu'il s'agit de ça dans l'accord. Ça veut dire pas, vigilant sur pas de licenciement. Non mais attendez, pas de licenciement, alors je suis au regret de le redire une énième fois, parce que là on est dans une guerre de communication. Premièrement, c'est pas le chiffre de 629, c'est 1500. Avec les sous-traitants, parce que et les 130 de Geport, et je peux déjà annoncer, malheureusement, hélas, 3 fois hélas, qu'il y a d'ores et déjà des licenciements des sous-traitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un accord qui, normalement, on avait la faiblesse de croire que l'État était là pour protéger les plus faibles, les plus fragiles, qui sont les petits sous-traitants, ben, rien n'est prévu pour eux. Il y a déjà des licenciements secs. Et puis, simplement, nous, on aimerait avoir le président yeux dans les yeux et qui nous dise qu'est-ce qui a changé depuis le 6 mai. Puisque, encore le 6 mai, il nous disait, il nous félicitait pour le combat qu'on menait, un combat digne, exemplaire, et que nous avions raison de nous battre contre la fermeture des hauts fourneaux. Pourquoi, diable, il change d'avis 5 mois après? Que s'est-il passé entre-temps? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ça n'est qu'une promesse de plus. Ça veut dire qu'en campagne, ils sont prêts à nous promettre la terre entière, même si en Lorraine, ça fait 40 ans qu'on nous fait des promesses qui ne sont pas tenues.
Jean-Marc Ayrault, l'actuel Premier ministre, était venu nous voir aussi le 24 avril. Et puisque, comme nous sommes habitués, malheureusement, à avoir des promesses qui ne sont pas tenues, on lui a fait signer une charte dans laquelle il disait que s'il était au gouvernement, il mettrait tout en place pour que Mittal ne ferme pas l'usine. Et Arnaud Montebourg, il est où là-dedans? Vous l'aviez prévenu de votre arrivée ce matin? Mais aujourd'hui, vous savez, il joue peut-être les gens qu'ils ignoraient qui venaient, mais tout le monde sait que nous venions ce matin. Tout le monde le sait au gouvernement. Alors évidemment, il se présente comme étant des gens ayant été pris par surprise. Or, c'est faux. Ça fait 3 semaines qu'on l'a annoncé. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on discute avec la préfecture. Ça fait plusieurs jours. Avant-hier, j'ai même eu un conseiller de l'Élysée pour voir les modalités de réception, parce qu'il nous a informé qu'effectivement, il y avait le Conseil des ministres. Et on le savait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de venir ce mercredi. Oui. Parce que si on était venu un jour de semaine, on nous aurait dit il n'y a personne à l'Élysée. Vous lui aviez pas dit à ce conseiller que vous alliez vous enchaîner au Grille de Matignon à 7 h du matin? Mais est-ce que vous croyez que si on l'avait dit, on nous aurait reçus? Est-ce que vous croyez que si on était venu simplement bonjour Monsieur Ayrault, toc toc toc, voulez-vous bien nous recevoir? Non, mais vous aviez ce rendez-vous prévu à l'Élysée. Edouard avec un petit sandwich. Attendez, c'était simplement un rendez-vous pour réceptionner la pétition. D'accord. Mais nous, vous imaginez bien que nous, on n'en avait pas simplement l'intention de dire, voilà, 31 000 signatures, pouvons-nous débattre du fond? C'est ça aussi la question. Sur le fond, Alessandra parlait d'Arnaud Montebourg, et il fait partie des personnalités de la majorité qui ont dit ces dernières semaines, l'option nationalisation n'est pas complètement refermée. Si Mittal, d'une façon ou d'une autre, ne respecte pas l'accord qui a été passé avec le gouvernement, c'est une option qu'on pourrait rouvrir. Jean-Marc Ayrault l'a dit aussi le 5 décembre. Il l'a dit aussi lui-même. Donc, exactement. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Éventuellement. Mais c'est exactement là-dessus qu'on essaie d'avoir un interlocuteur. L'accord n'est déjà pas respecté à cause du renoncement au projet Ulcos. Déjà, je vous remercie de me donner cette possibilité d'expliquer, parce qu'apparemment le mot nationalisation fait peur à la terre entière, surtout aux Anglais, parce que c'est un gros mot. Oh bah merde, elle n'a rien fait. Non mais c'est parce que j'ai appris qu'il était anglaise, donc simplement, je tiens à répéter quelle était notre idée dans le mot nationalisation. D'ailleurs, c'est pas une idée qui vient de nous, c'est une idée qui a été proposée par Arnaud Montebourg que nous soutenons. C'est le plan Montebourg. C'est qu'aujourd'hui, le seul qui puisse enlever un bien privé à quelqu'un, c'est l'État, dans l'intérêt général de la France. Et d'ailleurs, c'était la charte qu'avait signée Jean-Marc Ayrault. Monsieur Mittal ne veut plus de Florange, c'est ce qu'on dit. Libre à lui de ne pas le garder. On n'oblige personne à garder ceux dont il ne veut pas. Il veut garder une partie, il veut garder ce qui est rentable, ce qu'on appelle la filière froide. Il est tout sauf idiot, il fait ça par étapes. Hein. Aujourd'hui, il ferme la filière liquide, demain, ça sera le reste. Et dans 4 ans, il n'y a plus de Florange, on est rayé de la carte. Dans une situation où on a plus de 3 millions de chômeurs, est-ce que vous pensez que, entre le choix de Mittal, qui nous préconise, qui a déjà mis en œuvre son plan de fermeture de l'usine, 1500 suppressions d'emplois, sans compter les annexes, avec suppression de la production d'acier à Florange. Et puis l'autre option, où il y a un repreneur, donc ce n'est pas une nationalisation gravée dans le marbre, ad vitam aeternam, c'est simplement, voilà, je suis État, j'ai le devoir de préserver l'intérêt de la France, je vous prends cet outil-là parce que vous voulez le condamner, je vous interdis de le condamner, je vous dédommage, je prends l'outil et je le redonne à un repreneur qui, lui, s'engage à investir 500 millions d'euros, de maintenir l'ensemble des emplois et à embaucher. Alors justement, c'est ce que vous comprendrez bien que nous, notre choix, il est vite fait. C'est la réponse que vous a formulée aussi Harlem Désir, numéro 1 du PS. Il vous a parler de la future proposition de loi des députés socialistes sur la reprise des sites industriels. C'est, on s'en souvient, la promesse d'Arnaud Montebourg pour faciliter la reprise des sites viables. Est-ce que la promesse de François Hollande, pas d'Arnaud Montebourg. Oui, mais qui a été ensuite fortement défendu par Arnaud Montebourg, on s'en souvient. Est-ce que ce type de réponse peut vous intéresser, Édouard Martin? Je vais rester poli, mais on nous prend pour des imbéciles. Là. Attendez, on appelle ça, entre guillemets, la loi Florange, mais elle ne s'applique pas à Florange. Oui. Comment vous appelez ça? Donc simplement, nous, on a bien compris que ça, c'est une tactique politicienne. C'est parce qu'ils pensent déjà à 2017, lorsque vous, les journalistes, vous irez interpeller le candidat Hollande, mais vous n'avez pas tenu la promesse que vous avez faite aux salariés de Florange. Ah mais si, mais elle existe, la loi. Mais nous, on sera rayés de la carte. Donc la loi, c'était simplement, pour sauver Florange, dès le départ, donner le là du quinquennat de François Hollande. Aujourd'hui, on prend acte que la réponse qui nous a été faite aujourd'hui, c'est circuler et rien à voir. On l'avait dit depuis le début de ce conflit qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Eh bien,
Ils peuvent compter sur nous. Notre détermination reste complète. Édouard, je pense à une chose, je sors un tout petit peu du sujet, on vous voit beaucoup dans les médias, vous défendez évidemment les intérêts de beaucoup d'employés et le vôtre, mais vous, personnellement, vous avez une famille, un enfant en bas âge. Oui. Comment on vit tous les jours? Parce que On le vit mal. On est d'accord. On le vit mal, personnellement, et ma famille, évidemment qu'on le vit mal, mais je veux dire, heureusement que j'ai des proches qui sont compréhensifs, même si ça devient lourd, ça devient fatigant, usant pour tout le monde. Franchement, nous, on aspire qu'à une chose, c'est que tout ça, ça s'arrête. Et qu'on pense à notre avenir. Ouais. Et ce qui est quand même terrible, quand même, c'est que ce soit les salariés. Vous savez, dernièrement, j'ai discuté avec un petit patron, vraiment une très petite entreprise, 6 employés, qui nous disait combien il était admiratif de notre combat. Et il nous disait, mais c'est pas vous qui devriez être là à vous battre. Ce sont les patrons qui devraient être avec vous pour se battre, pour sauver l'usine. Et vous craquerez pas? Vous craquez pas? Bah pour l'instant, je ne craque pas. Je bois beaucoup de café, je fume trop, ma mère me le reproche suffisamment. D'ailleurs, je la salue au passage. Mais pour l'instant, non. Mais attendez, pour nous, il s'agit c'est un instinct animal. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez que en Lorraine aujourd'hui, particulièrement, on a souffert de beaucoup de fermetures d'usines. Moi, j'ai personnellement 49 ans. Des collègues de mon âge, on en est des centaines et des centaines. Ouais. Nous, on sait une chose, madame, c'est que si demain nous sommes licenciés, nous sommes condamnés à rester chômeurs jusqu'à la retraite. Et les mêmes qui aujourd'hui nous accusent d'en faire trop, qui veulent nous mettre au chômage, demain ce seront les mêmes qui nous accuseront de profiter du système social, d'être des assistés. Eh bien nous ne voulons pas être des assistés. Nous voulons gagner notre salaire à la sueur de notre front. On veut payer des impôts, on veut payer des taxes, même à 75% s'il le faut, mais garder l'industrie et garder nos emplois. Parce que c'est dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'Europe. Vous allez continuer le combat, on vous entend, Édouard Martin, sur un plan classique, syndical. Il pourrait, à vos yeux, si le dossier n'évolue pas dans les prochains mois, prendre d'autres formes, d'autres types d'engagements politiques, par exemple, de votre côté? Des engagements politiques? Oui. Vous savez, on discute beaucoup entre nous. On a compris une chose, c'est que voilà, nous, on nous reconnaît uniquement en période électorale. Et on l'avait dit à François Hollande. Attention, ne nous dites pas rendez-vous dans 5 ans. Malheureusement, ils ont acté rendez-vous dans 5 ans. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se prenne en main. Et peut-être, on est en train de l'imaginer, éventuellement, pourquoi pas, se lancer, nous, dans la politique, et dire stop, ça suffit. Mais c'est une réflexion comme ça, je vous livre, elle est brute de pomme, elle est pas... Mais franchement, on n'a pas envie de ça. Nous, notre métier, c'est pas la politique. Un engagement collectif, c'est ça? Oui, un engagement collectif. Parce que, pas seulement une ou deux têtes d'affiche. On a compris de toute façon que maintenant, eux, ils ont tourné la page de Florange, on pourra hurler autant qu'on voudra. Voilà, ils ont payé le prix politique. Bref, comme Nicolas Sarkozy en 2008 avec Gandrange, circuler, rien à voir. Je pense qu'on arrive à une échéance électorale importante, 2014 de la municipale. Si demain les ouvriers d'ArcelorMittal disent, nous on est là, on va faire une liste, peut-être que là, ils vont être attentifs. Et ceux qui se disent nos amis en campagne électorale vont peut-être avoir peur. Merci beaucoup, Édouard Martin, d'être venu nous voir ce soir. Vous voulez manger un petit bout, Édouard? Je fais un petit doggy bag ou pas avant de partir? Non, mais je suis sérieuse. Vous attendez dehors, je vous ferai un petit doggy bag. C'est très gentil, en plus ça tombe bien, on n'a rien mangé depuis. Mais oui, c'est pour ça, ça va vous faire du bien. Restez. Mais là, je vais passer pour un crève-la-faim. Pas du tout. Je propose pratiquement à tous nos invités. Franchement, c'est de bon cœur. Non, c'est pas le jour de la maison. Merci. Allez, un point en cuisine.